Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une rencontre un peu spéciale que nous avons aujourd'hui à l'occasion du 30e anniversaire du coup d'État militaire en Algérie le 11 janvier 1992. 30 ans déjà. 30 ans qui ont marqué l'Algérie et sa société et son peuple d'une façon extrêmement profonde jusqu'à aujourd'hui. Ça va être l'objet de notre discussion. Donc avec Omar Bendera d'un côté, qui est un ancien banquier, qui est toujours un militant actif et contributeur actif d'Algeria Watch, et Habib Souaïlia, qui a été officier dans l'armée algérienne pendant les années 90 et qui a publié le livre La sale guerre en 2001 et qui continue toujours aujourd'hui à se mobiliser pour dénoncer les violations des droits humains dans son pays. Et donc, moi, j'interviens au nom aussi d'Algeria Watch, qui, pour Algeria Watch, c'est aussi un anniversaire, c'est le 25e anniversaire, 25 ans déjà que Algeria Watch et ses militantes et ses militants œuvrent pour essayer de faire connaître la réalité de la société et de la politique en Algérie, œuvrent pour faire connaître aussi les violations des droits humains, on va en parler, et pour faire connaître aussi les espoirs des mobilisations qui s'y déroulent en permanence depuis tant d'années. Voilà. Donc pour commencer, je pense que pour faire un bilan, c'est très difficile de dire en un temps réduit, disons, de prétendre faire un bilan complet, bien entendu, de ces 30 années-là, c'est trop complexe, mais néanmoins, ce que nous allons essayer de faire pendant cette discussion, c'est de présenter quelques grands traits pour essayer de faire passer quand même des idées forces, des idées clés sur cette réalité de trois décennies. Et donc je commencerai par t'interroger, Omar, pour que tu nous rappelles d'abord ce qu'a été ce coup d'État du 11 janvier 1992, qui a quand même surpris beaucoup de monde et qui a fait l'objet de beaucoup de présentations et d'interprétations pour le moins contradictoires, et surtout quelle en a été la raison et d'où il venait, pourquoi tout d'un coup l'armée algérienne a éprouvé le besoin d'annuler les élections législatives de janvier 1992. Ce coup d'État vient mettre un terme à une période d'ouverture politique, d'ouverture démocratique, qui a commencé après les émeutes du 5 octobre 1988. Le 5 octobre 1988, des émeutes populaires, plus ou moins spontanées, on n'en connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants, ont ébranlé fortement un régime monolithique de parti unique qui dirigeait d'une main de fer l'Algérie depuis l'indépendance. Ces événements du 7 octobre vont déclencher un certain nombre de réactions à l'intérieur du régime qui comprenaient encore une part de composants sincères, d'hommes politiques et aussi de fonctionnaires de haut niveau décidés à changer positivement le cours des choses. Et c'est ainsi qu'à partir de 1989, une constitution démocratique va être votée par la population, qui casse le système du parti unique, en même temps que, à partir de septembre 1989, un gouvernement dit des réformes, articulé autour de réformes économiques et politiques, pensées par les groupes de réformateurs autour de Razi Hidoussi et de Mouloud Hamrouch, vont commencer à ouvrir l'économie, donc à casser les monopoles administratifs qui étaient jusque-là tenus de manière indirecte par des intermédiaires associés aux généraux du pouvoir, et essayer d'ouvrir la scène politique aux forces représentatives de toutes les sensibilités de la société algérienne. Ce phénomène va très vite commencer à gêner énormément d'intérêts, notamment des intérêts économiques et financiers. Je m'en souviens parfaitement puisque j'étais totalement impliqué dans cette démarche. Dès lors qu'on a commencé à casser les monopoles administratifs, on a vu apparaître une réaction extrêmement violente de la part de la police politique, la sécurité militaire, et de la part de généraux très proches des centres du pouvoir, notamment le général Belkher et le général Nezar, qui étaient un peu les têtes pensantes de l'armée à l'époque, et qui le restent pour Nezar. Donc les réformateurs vont essayer de mener à bien leur programme, mais ils vont très vite se heurter à la volonté absolue, opiniâtre des tenants du maintien de l'ordre ancien. Et ça va aboutir par un premier coup d'État qui a lieu le 3 juin 1991.
ce soir-là, des blindés de l'armée algérienne vont descendre face au palais du gouvernement et tirer quelques coups pour obliger le gouvernement Hamrouche à quitter les lieux, lequel gouvernement était démissionnaire de toutes les façons, puisque Mouloud Hamrouche avait refusé de mettre en œuvre une politique d'état d'urgence et une politique de reprise en main de la rue, où les islamistes du FIS avaient organisé une grève insurrectionnelle très avortée. Mais ça a donné le prétexte aux militaires pour imposer une sorte d'état d'urgence, à déposer le gouvernement Hamrouche et à installer un gouvernement de seconde zone, subalterne, prêt à faire toutes les basses œuvres qu'on leur demandait. Mais ils ont été quand même obligés de continuer un processus politique d'élection législative qui, le pensait-il, allait donner la haute main à leurs amis indépendants et à leurs amis soi-disant de partis démocrates modernistes. Malheureusement pour eux, le premier tour des élections en décembre 1991 a vu une victoire écrasante des candidats du FIS et suivie d'une performance assez honorable du FLN, alors dirigé par Abdelhamid Mahri, et du FFS, alors dirigé par Hossein Ait Ahmed. Face à cette situation, les militaires n'ont pas hésité, après avoir demandé l'autorisation et le feu vert de Paris, ils ont organisé un coup d'État le 11 janvier 1992. Ils ont renversé Chadli Ben Jedid au cours d'une cérémonie tout à fait folklorique, télévisée, où un président du Conseil constitutionnel, tremblant de peur, recevait la lettre de démission du président Chadli Ben Jedid. Voilà, en quelques mots, de manière la plus synthétique possible, les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce coup d'État. Mais alors, très vite, en fait, on a bien senti que le coup d'État, il était dirigé à la fois contre les réformateurs, comme tu viens de le dire, qui essayaient d'en finir avec l'ère de corruption qui avait prévalu pendant toutes les années auparavant, depuis au moins les années 80, on peut dire, mais aussi contre les islamistes du Front islamique du salut qui avait été légalisé à l'été 89, n'est-ce pas, et qui menaçait tout simplement aussi peut-être de s'emparer justement des circuits de corruption et d'enrichissement illégaux qui étaient ceux des généraux, n'est-ce pas. Et donc là, d'où effectivement le coup d'État à l'issue du processus que tu viens de rappeler. Et c'est un coup d'État qui a eu des conséquences absolument terribles. Alors du coup, c'est le premier mois de ce qu'on va appeler plus tard la sale guerre ou la décennie noire, qui va se traduire par des dizaines, on ne sait pas exactement combien de morts, on a parlé de 200 000, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, mais des disparus, la torture, etc. Et ça s'est fait en partie à huis clos. Donc, Habib, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, de ton point de vue de jeune officier à l'époque que tu étais, tu as vécu cette répression d'une incroyable férocité contre la population algérienne, parce qu'il semble que c'était bien au-delà des seuls islamistes qu'il s'agissait de frapper, et comment on peut qualifier un peu ces 10 années-là? Oui, on peut dire que suite au coup d'État, la machine de guerre a été déjà installée dans l'Algérois. Les unités d'oppression étaient présentes, plusieurs unités qui étaient déjà à Alger, dans la région et dans la banlieue d'Alger. On sentait dans l'air quelque chose d'insolite et de sinistre qui se produit. Tout le monde savait qu'on rentrait dans un tunnel plutôt noir. On ne voyait pas les choses, mais on a la sensation que le climat pèse lourd. En voyant les blindés à l'extérieur, les parachutistes qui se déployaient dans les unités, dans les rues d'Alger, dans sa banlieue, dans les maquis, on voyait qu'effectivement l'armée était déjà, les généraux étaient déjà organisés à mener une guerre contre le peuple algérien. C'est tout simplement ça. On était jeunes, j'étais personnellement un jeune sous-lieutenant à l'époque, j'avais 20-21 ans et je voyais les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'il y avait une sensation de peur
que ce soit à l'intérieur de l'institution militaire, c'est-à-dire à l'intérieur des casernes ou à l'extérieur dans les quartiers populaires ou dans les villes en Algérie. La peur existait, tout le monde se sentait qu'il y a quelque chose de pas bien qui va se passer. Et effectivement, on rentrait dans une période, dans une longue période, on va dire d'épuration, c'est-à-dire de massacre, de torture, d'exécution, de manipulation, une période de désinformation. Et souvent on dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie pendant pratiquement plus d'une dizaine d'années jusqu'à l'heure actuelle. La seule victime, effectivement, c'est la vérité. Quand on dit la vérité de ce qui se passe, moi personnellement, j'étais à l'intérieur de ces institutions, de cette institution militaire. Et j'étais un officier. Et j'étais un jeune officier en plus. Et j'étais sur le terrain. Et ce que moi j'ai vu, peut-être que d'autres généraux qui étaient dans les bureaux, peut-être qu'ils ne le voyaient pas. Parce qu'ils avaient des missions administratives ou signer la paperasse sans savoir ce qui se passe sur le terrain. Moi j'étais sur le terrain puisque j'étais confronté à des terroristes ou à des islamistes ou à des groupes armés. Comme j'étais confronté à des citoyens algériens à l'extérieur et que je voyais dans leurs yeux la peur, on voyait la terreur dans leurs yeux. Ils le considéraient plutôt comme je l'ai toujours dit, comme une armée d'occupation. Comme une armée d'occupation qui est venue pour leur enlever quelque chose que l'armée l'a pris, de force. Et c'est ce qu'on voyait dans les yeux des gens. Par exemple, là, Alger, on y allait dans les régions de Boufarik et de Blida, on voyait ce genre de choses. Comme on est allé vers Buira, à l'Ardari, à Palestro, dans d'autres régions, on voyait cette peur, et cette peur même des militaires ou du gendarme ou même du policier. Même du policier, du simple policier qui était dans la rue, on voyait cette peur. Donc c'était un climat pesant sur la société. Psychologiquement, le peuple algérien avait peur. Et chacun, ils essayent de fermer la porte sur lui et de ne plus s'exposer ou de sortir ou même d'avoir des fréquentations. Psychologiquement, ça joue tout ça sur le climat algérien, des Algériens. Et à certaines périodes, nous-mêmes à l'intérieur des casernes, on avait peur des officiers de police politique, de la DCSA, de la ASM qu'on les appelle. Parce que même à l'intérieur de l'armée, elle est surveillée. Et on voyait beaucoup d'officiers et de sous-officiers qui disparaissaient, sans laisser de traces. Certains disent qu'ils ont déserté, mais ce n'était pas la vérité que souvent on nous donne. On savait qu'il y avait de la manipulation derrière. Et parmi des officiers ou des sous-officiers qui ont été, après, on a appris après qu'ils ont été exécutés ou qu'ils ont été mis en prison ou qui ont été torturés et que jusqu'à l'heure actuelle, Mais pour quelle raison? Souvent, moi je considère qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient peut-être contre l'interruption du processus électoral et de la manière dont on gère la guerre contre les civils, comme on dit. Et je pense que beaucoup d'officiers et de sous-officiers se sont révoltés de voir, comme d'ailleurs pendant la guerre d'indépendance en Algérie, il y avait des Français, des soldats français qui se sont rebellés contre leurs supérieurs. D'autres ont écrit des bouquins, des témoignages, ils ont fait des témoignages sur la guerre d'Algérie, de la première guerre d'Algérie. Et certains n'acceptaient pas le fait de faire autant de violations de droits de l'homme contre des simples citoyens, contre juste des suspects. Donc, je pense qu'en Algérie, même si on n'a pas en mémoire la première guerre d'Algérie, on voyait qu'il y a des officiers et des sous-officiers qui ne voulaient pas participer aux méthodes imposées par la police politique, les services de renseignement, à la torture, aux exécutions extrajudiciaires, aux disparitions forcées. Et je pense que beaucoup d'officiers et de sous-officiers avaient plus de morale que certains généraux de l'époque et que certains officiers supérieurs de l'époque, et ont payé leur refus de leur vie. Et ces gens, souvent, je voyais
on rendait pas assez hommage à des officiers ou même à des policiers ou des gendarmes qui ont refusé les pratiques barbares qu'utilisaient les généraux algériens et certaines unités opérationnelles. Alors est-ce que justement le fait qu'il n'y avait même pas de possibilité de contester ça, qu'on risquait la répression, voire la mort, pour des militaires même, c'est quand même assez terrible, est-ce que ça n'explique pas le fait que la désinformation a triomphé dans cette période-là, puisque la version officielle du régime, c'était l'armée républicaine s'est mobilisée pour mettre fin au terrorisme perpétré par les groupes armés islamistes. Oui, l'armée, les services de renseignement avaient, à l'époque, ils ont créé, je pense qu'il existe toujours, le service psychologique. Et ce service d'action psychologique. D'action psychologique, ces services d'action psychologique étaient commandés par le général Hassoubir, le colonel Hassoubir à l'époque. Et c'est lui qui tenait toute la presse et les médias. Et toutes les informations passent par lui avant d'être données à la presse. Et donc, je pense qu'il y avait un contrôle, une sorte de censure de l'information en Algérie sur ce qui se passe, sur les violations des droits de l'homme, les violations de beaucoup de droits, souvent. Et cette machine qui était installée à l'intérieur des services de renseignement, qui est les services psychologiques, a beaucoup joué à la manipulation. On voyait par exemple des articles écrits ou sortis de toutes parts qui ont été écrits dans les laboratoires des services de renseignement. Et tout le monde le sait, et tout le monde le dit, tout le monde le voit. Même le journaliste lui-même. Il dit, par exemple, moi je voyais des journalistes qui racontaient des histoires, qui sont passées dans un petit village au fond de l'Algérie, alors qu'il n'a jamais visité cet endroit et qui écrivait ça depuis son bureau à Alger ou à Ben Aknoun. Et cet article, il sera publié dans le Watan, dans le Soir d'Algérie, dans le Matin, dans plusieurs autres organes de presse, que ce soit arabophone ou en langue française, et que cette désinformation a été un moyen pour les généraux, pour le régime, pour la désinformation, surtout français. Je parle français, pourquoi ? Parce que la plupart des Français ou des Occidentaux qui sont ici, ils lisent la presse algérienne, le Watan, Liberté, le Soir d'Algérie. Et cette information, elle vient de ces journaux-là. Quand on dit le Watan, on dit le général Salim Atlemsani, qu'on l'appelle avec leur... Une journaliste qui était de ce quotidien. Voilà. On l'appelle le général ou le colonel Salim Atlemsani parce que tous les articles sur les affaires de sécurité, de lutte antiterroriste en Algérie passaient par elle, par exemple. Et quand on voit, par exemple, les intellectuels français ici font souvent référence à certains journalistes, on voit d'où ils avaient ces informations. Ces informations ne viennent pas de Salim Atlemsani. Ces informations viennent du service psychologique du colonel Hassoubir. Et la désinformation, elle a commencé par là. Donc, c'est pour cela que je vous avais dit, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et ces journalistes, ces intellectuels, que ce soit algériens, ont transmis des fausses informations ici à l'opinion internationale, que l'opinion internationale l'a traduite après en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Et ça rentre dans un délire permanent. Sur les crimes qui ont été commis en Algérie, que l'armée algérienne, elle est républicaine, elle est démocratique, elle veut installer un état de droit. Et après 30 ans, où est-ce qu'il est l'état de droit? Où est-ce qu'elle est la démocratie? Où est-ce qu'elle est la justice? Il n'y a rien. Il n'y a que les généraux qu'on voit aujourd'hui, les héritiers du général Khaled Nazar et Mohamed Ammar et Belhabi Belkher. C'est aujourd'hui le général Chingriha, qui était à l'époque, pendant la sale guerre, était un colonel et qui était mon supérieur directement, et que lui-même, il le sait très bien, maintenant on le voit à travers la presse comme un vieux monsieur qui ne peut pas faire mal à une mouche, alors qu'en réalité, il y a 20 ans, 25 ans, c'était un vrai tueur et un vrai assassin. Il menait les opérations les plus criminels en Algérie. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez tous les généraux, la plupart, je ne veux pas parler des gens que je ne connais pas, mais il y a à peu près 4-5 généraux-majors en haut de l'état-major que je connais personnellement. Vous avez le chef d'état-major lui-même, le général Chingriha, vous avez le commandant des forces terrestres, le général-major Athemnia. Vous avez le commandant de la 4e région militaire, le général-major Tlemceni, et vous avez
le général-major, commandant de la 5e Légion militaire, le général-major Hamdi Nourdine. Hamdi Nourdine, c'était lui le créateur du 25e régiment à qui j'ai travaillé pendant les années 90. Tous ces généraux-là sont des criminels de guerre. Et quand j'entends par exemple Hamdi Nourdine, qui est aujourd'hui commandant de la 5e Légion militaire, est-ce que vous savez que Hamdi Nourdine, en 1988, le 5 octobre 1988, il était chargé par le général Khaled Nazar d'y tirer sur la foule. Et je l'ai écrit, ça fait 20 ans, 25 ans que j'écris, que j'ai donné son nom. Aujourd'hui, il est commandant de la 5e Légion militaire. Il chargeait ces hommes avec des snipers et les mettait sur des bâtiments pour tirer sur des innocents, des gens innocents qui sortaient pour manifester dans la rue. Aujourd'hui, il est commandant de région militaire, comme Tlemceni, comme Thani, le commandant de régiment des assassins du 12e RPC. Et tous ces gens-là, tous ces acteurs de la sale guerre, aujourd'hui, ils sont récompensés, ils sont à la tête de l'armée algérienne. Alors on va revenir peut-être tout à l'heure sur cette séquelle majeure, effectivement, du coup d'État de 92 et de cette sale guerre. Je voudrais qu'on dise un mot simplement quand même de la désinformation que tu as évoquée, Habib, et de ses effets, notamment en Occident. C'est-à-dire comment est-ce que vous avez... Parce que moi, ce dont je peux témoigner, c'est que nous faisions partie, un petit groupe de militants qui va rejoindre Algeria Watch à partir de 97, de ceux qui en France dénonçaient les violations des droits humains dans cette sale guerre, d'où qu'elles viennent au demeurant, celles de l'armée que Habib vient d'évoquer, comme celles des groupes armés se réclamant de l'islam et qui ont perpétré aussi des crimes tout à fait atroces. Mais qu'on a eu les plus grandes difficultés à faire passer toutes ces informations. Même en 2004, je me souviens quand on a fait une session spéciale du tribunal permanent des peuples ici à Paris, avec beaucoup de camarades algériens pendant plusieurs jours pour documenter tout ça. J'invite d'ailleurs les spectateurs à regarder sur le site d'Algeria Watch. Tous les documents que nous avions préparés à cette époque-là sont toujours disponibles sous l'étiquette tribunal permanent des peuples. Mais c'était très, très, très difficile de se faire entendre et de se faire connaître. Donc, quel est ton point de vue, Omar, toi, sur la perception des réalités algériennes qui était donnée aussi bien par les médias que par la classe politique occidentale et française en particulier à l'époque, dans les années 90? Les auteurs du coup d'État n'ont pas fait une action spontanée, improvisée. Ce coup d'État a été pensé, il a été réfléchi, il a été organisé. Il a été construit autour d'un narratif. Le narratif était d'une simplicité biblique, c'était de présenter l'armée algérienne comme un rempart de modernité face aux hordes barbares islamiques. Et donc, sur la base de cette représentation complètement tronquée de la réalité, on a vendu ce message. Et on a fait en sorte d'essayer de faire coïncider la réalité avec ce message. Parmi les premières décisions des putschistes, je vous rappelle qu'ils ont immédiatement fait arrêter des dizaines de milliers de personnes, 50 000 probablement, qui ont été administrativement envoyés dans des camps dans les régions irradiées du désert algérien, là où l'armée française avait fait ses expériences atomiques, du côté de Regan, dans le sud-ouest algérien. Donc on a mis en prison des gens sans jugement, sans procès, sans aucune... Et on a mélangé des gens qui venaient de toutes les régions. Souvent, certains étaient des cadres du mouvement islamiste, mais pas tous. Et on a créé comme ça une véritable école de guérilla, intentionnellement. Donc on a créé les premières organisations terroristes sont nées de la volonté de vengeance de gens qu'on avait injustement embastillés, souvent. Et donc, ça a été tout à fait pensé, ça a été, j'en suis témoin, parce que j'étais en Algérie à l'époque, et je m'étais étonné que l'on puisse procéder de la sorte, et on m'avait répondu, mais que ce n'était pas un problème, qu'on savait que c'était tous des terroristes en puissance, et qu'on les avait arrêtés parce qu'on connaissait leur dossier. Donc, on avait bien vu, à ce moment-là, qu'il y avait la volonté délibérée de créer un climat, et un climat de terreur en utilisant des moyens d'intoxication psychologique et de manipulation des foules. Alors ça, c'est la base. Sur cette base,
on va mobiliser le banc et l'arrière-banc d'intellectuels algériens prêts à vendre ce discours. Et on a eu comme ça des partis politiques qui se sont créés dans le bureau de l'Arabi Belkhair, comme le Rassemblement pour la culture et la démocratie, et comme d'autres formations de moindre envergure. On a vu comment les militants d'un parti communiste noyauté, ou c'est séquelles, hein, le PAX, ont rejoint cette théorie-là et sont devenus des propagandistes actifs de ces thèses. Ici en France, ils ont immédiatement bénéficié du soutien de tous ceux qui ont compris que la démocratisation de l'Algérie n'était peut-être pas une bonne chose pour les intérêts de caste d'une certaine élite française. Il faut bien comprendre que si les généraux ont pris le pouvoir pour conserver leurs gisements de corruption, ces gisements de corruption, ils ne les exploitent pas tout seuls. Ils les exploitent avec la protection et avec la collaboration et en partageant les dépouilles avec leurs homologues français, mais pas seulement. Hein. Il faudrait un jour s'intéresser sur le patrimoine de la nomenclatura algérienne en France pour avoir une idée gigantesque de l'ampleur de la corruption franco-algérienne. Ce qu'on a appelé la France-Algérie, c'est le titre du livre de Lounis Sagoun et de Jean-Baptiste Rivoire, publié en 2004, voilà. Et qui est aussi présenté sur le site Algeria Watch. Voilà. Donc il se trouve que ces gens donc, vont bénéficier de l'appui des autorités françaises, l'appui muet, hein, bien sûr, absolument discret, et c'est ainsi que des télévisions comme Arte vont organiser des plateaux complètement fous, où on voyait des éradicateurs, c'est comme ça qu'on va commencer à les appeler, algériens, présenter l'arrêt d'un processus démocratique, l'arrêt d'un processus électoral, comme une victoire contre l'afghanisation de l'Algérie. C'était ça un peu le cœur du message. Et ce message a porté. A porté parce qu'à côté, il n'y avait absolument aucune contradiction possible. Tous les médias nous étaient fermés. Tous les militants algériens des droits de l'homme, tous les militants algériens de la démocratie n'avaient pas accès, c'était totalement délibéré, de la part des organes de presse d'État, comme France 2, ou je ne sais pas, ça s'appelait Antenne 2, ou Arte, etc., et de la part, évidemment, du secteur privé. Donc il y avait la volonté délibérée de promouvoir le discours officiel du régime. Et ça a très très bien fonctionné dans une presse française qui est contrôlée de manière quasi soviétique par des oligarques et par des hauts fonctionnaires qui partagent la même vision du monde. Et il y avait même, à l'époque, on entendait même que l'Algérie va être envoyée par des légions de terroristes afghans venus d'Afghanistan et d'Arabie Saoudite, des Tchétchènes, des Tchétchènes et tout ça. Et on lisait tout ça dans la presse. Le problème, c'est que les Français, avec leur intelligence, ils auraient dû comprendre que c'est de la manipulation, c'était pas possible, même s'il y a 1 ou 2 ou 3 Afghans à gauche et à droite, que l'Algérie soit envahie par des légions d'Afghans, c'était impossible, carrément impossible de le voir, mais bon. Alors maintenant, peut-être je voudrais qu'on passe aux conséquences de cette période, quand même de traumatisme d'une extraordinaire violence qui a été imposée à toute la population algérienne, parce qu'on a insisté sur la désinformation, parce qu'effectivement c'est une réalité majuscule, si j'ose dire, de ce qui s'est passé dans cette période-là, et qu'elle produit ses effets jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, quand même, ce qui est intéressant, et ça je voudrais que vous en disiez un mot, c'est que le peuple algérien, lui, il était lucide. Et qu'après la fin de la sale guerre, parce que l'hyper-violence s'est arrêtée, on peut dire, à la fin des années 90, au début des années 2000, et ensuite le régime civil qui a été mis en place par les décideurs militaires, par la police politique, a continué à gérer le pays en préservant ce qui avait été l'objet même, encore une fois, de leur violation de processus démocratique, en préservant leur circuit de corruption, jusqu'à aujourd'hui. Et néanmoins, en février 2019, on a vu le peuple algérien qui est sorti dans les rues de toutes les villes et les villages du pays. Et c'est un mouvement qui a duré 1 an et demi, jusqu'à ce que la pandémie l'arrête malheureusement. Mais alors, quand même, moi, ce qui m'a frappé, c'est dans ce mouvement-là, comme beaucoup, on a écrit un bouquin, là, justement, avec les camarades d'Algeria Watch, le Irak en Algérie, pour documenter ce qui s'est passé. Ce qui m'a frappé, c'est la lucidité dont faisaient preuve les manifestants à travers leurs chansons,
leurs pancartes, leurs banderoles, etc., etc. Et donc, maintenant, je voudrais qu'on dise justement comment, à travers ce regard porté par le peuple algérien lui-même sur la réalité que lui ont posée les décideurs, comment est-ce qu'on peut comprendre la réalité de la société algérienne d'aujourd'hui, peut-être en commençant justement par cette dimension politique que tu évoquais, Habib, tout à l'heure. Là, tu disais aujourd'hui, ce sont les criminels de guerre des années 90 qui sont les vrais décideurs, les vrais dirigeants. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire du régime, de la façade politique qui est celle de son gouvernement, qui est civil, lui? Le président Tebboune, il a été élu en décembre 2019, mal élu, mais élu quand même. Le malheur de l'Algérie, c'est pas dans son armée, mais c'est dans les chefs de l'armée. À chaque fois que la jeunesse algérienne crée de l'espoir, il y a des généraux qui brisent cet espoir. C'est vrai en 88, c'est vrai quand il y a eu les élections en 92, c'est vrai quand il y a eu 2019. Le peuple algérien est sorti en majorité, des millions de personnes de la jeunesse est sortie dans la rue, dans toutes les villes, d'Alger à Constantine, à Oran, à l'ouest, dans l'Algérie profonde, même à Tamanrasset et dans le sud. Et à chaque fois quand cette jeunesse, elle sort et elle donne de l'espoir et elle essaye de changer son destin et de créer un nouveau destin plus brillant, plus dynamique, plus civilisé, il y a les héritiers de Khaled Nazar, des putschistes, des généraux de Khaled Nazar, du général Tawfiq, viennent aussi pour briser ce rêve. Et à chaque fois, ce rêve des Algériens d'être libres et de vivre dans une démocratie, il est toujours brisé devant le char qu'on le met pour essayer de casser ce rêve. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, quand il y a le moindre mouvement populaire pour essayer de se libérer, on se retrouve face à ce dilemme qui est l'institution militaire. Est-ce que cette institution militaire, est-ce qu'elle est créée pour servir ce peuple algérien, servir l'Algérie, ou elle a été créée pour servir une caste? Parce qu'à chaque fois, c'est des opportunistes qui volent cet espoir. Tebboune, quand on entend parler Tebboune devant la presse, on croyait que c'est en disant qu'il était... Moi, je l'ai vu devant la presse du journaliste, j'étais victime du système. Moi, je croyais que face à moi, c'était un Nelson Mandela qui avait 20 ans, qui a passé 20 ans dans les prisons de l'apartheid, alors qu'il était pendant 20 ans ministre avec Bouteflika. Comment expliquer ces mensonges répétitifs qu'on donne et essayer de se mettre comme des héros alors qu'on était des collaborateurs d'un service de renseignement et d'un régime et qu'on a été corrompu pendant des années et des années, lui, son fils, ses enfants, tout ça, et il vient se jouer de nous, du peuple, en essayant de véhiculer des faux combats qu'ils n'ont pas menés du tout. Peut-être, Habib, pour compléter cette analyse qui je pense est juste, je pense que ça serait important de préciser jusqu'à aujourd'hui le rôle précis de la police politique par rapport aux chefs de l'armée. Parce que les chefs de l'institution militaire dont tu parles, ce sont des généraux qui dirigent des régiments, des unités, des régions militaires, et également cette fameuse police politique, ancienne sécurité militaire, devenue département de renseignement et de sécurité, qui a encore changé de nom depuis. Quel est le rôle spécifique dans le contrôle de la police politique et de l'armée? C'est un régime totalitaire classique, c'est un régime qui a une Gestapo, c'est un régime qui a une clientèle politique, parce qu'il n'y a pas que la SM et les généraux, il y a une base sociale, ce régime. C'est tous les profiteurs de la rente. Le régime, il est constitué autour de l'appropriation autoritaire de la rente pétrolière. Donc, c'est les quelques généraux tout à fait au sommet de la hiérarchie qui sont les dirigeants effectifs du pays, ils sont 4 ou 5. Il en a nommé quelques-uns, Habib, mais il y en a peut-être 1 ou 2 autres. Ce sont ceux-là qui tiennent les rênes du pouvoir. Ils ont à leur service l'administration qui est noyautée, ils ont à leur service l'armée qui est contrôlée, le tableau d'avancement de l'armée est géré par la police politique,
Donc on sait parfaitement qui dirige l'armée, on sait parfaitement qui dirige les administrations, et on contrôle la population de manière extrêmement dense, à la fois par un contrôle horizontal de toutes les administrations, de toutes les entreprises, de toutes les collectivités, et un contrôle vertical à partir du sommet. C'est vraiment un système très très opérationnel qui fonctionne. Il n'y a rien de particulier. Hein. L'Allemagne nazie faisait la même chose, la Stasi faisait la même chose en Roumanie. Il n'y a rien de particulier. En RDA, la Stasi. La Stasi en RDA. En Roumanie, c'était la Securitate. En Roumanie. Voilà. Donc c'est un peu la... Oui, mais alors bon. Cette efficacité dans la répression, pardon de te couper, mais on la voit bien, on la comprend, on voit comment elle a réussi à mettre au pas, y compris l'Irak, et cette mobilisation gigantesque, mais en revanche, sur le plan économique, il n'y a pas du tout la même efficacité, c'est un désastre. Alors, ce que je veux juste dire que le Hirak n'a pas été mis au pas. Exactement, je suis d'accord avec Omar. Le Hirak n'a pas été mis au pas. Les Algériens, ils ont peur pour leur pays. Les autres n'ont pas compris cela apparemment. Que le peuple algérien est peut-être plus patriotique, plus responsable et plus civilisé que cette bande au pouvoir. C'est ça le problème qui se pose. D'accord. Ils ne veulent pas des fusions de sang. Ils sont sortis pendant plus de 2 ans, 2 années à peu près que les gens sortent dans la rue. On veut un vrai changement. Mais eux, ils essayent de sauter et de pousser à la violence. Regardez par exemple, récemment on a jugé on a arrêté ou on a jugé des gens, une jeune fille de 14 ans ou de 15 ans. On la passe devant un tribunal pour attroupement ou machin. On arrête des gens et on lit dans la presse qu'on a arrêté 14 ou 15 personnes. Pourquoi? Parce que ces 14 personnes ou 12 personnes, en solidarité avec les gens qui étaient emprisonnés dans le Hirak, ont récolté de l'argent pour venir en aide aux familles de ces Hirakiens qui n'ont rien. Parce qu'il faut voir que ces Hirakiens, il y a des pères de famille, il y a des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont rien, des gens démunis qui n'ont pas les moyens. Et donc ces jeunes, ils se mobilisent pour venir en aide à d'autres qui sont dans le besoin. Et de quoi on les accuse? De terrorisme. Vous imaginez? Terrorisme pour des gens qui aident. Même la solidarité, elle est maintenant dans le synonyme de ces régimes, elle leur cause un problème et on l'accuse de terrorisme. C'est fou. J'ai lu dans la presse le soir ou le matin. Ouais. Des gens accusés de terrorisme parce qu'ils sont venus en solidarité pour des familles qui sont... On peut dire que cette solidarité, cette mobilisation, je la trouve moi d'autant plus admirable que les conditions de vie au quotidien, pour le coup, au-delà même de la répression qui est infligée à la jeunesse, deviennent de plus en plus épouvantables. Et ça, justement, je voudrais qu'on dise quand même un mot de cette situation économique et sociale qui est le résultat de ces 30 années-là aussi. Oui, on a bien vu que, si tu veux, depuis 30 ans, il y a eu 3 séquences dans ces 30 dernières années. Il y a une séquence de 10 ans qui est la séquence du sang. Il y a une séquence de 10 années à partir de l'élection de Bouteflika jusqu'à 2013, à peu près, la chute des prix du pétrole, qui est la période de la prédation et du pillage. Hein. Il ne faut pas quand même oublier que entre 1999, 2000 et 2013, l'Algérie a reçu entre 800 et 1000 milliards de dollars de recettes pétrolières. Où sont passés ces fonds? Où sont passées ces ressources? Donc, et il y a la 3e période, qui est la période de la décomposition du régime, parce qu'il faut bien comprendre que à partir de la chute de Bouteflika, le régime tombe malade et commence à présenter des signes de sénilité aggravée. Tu as bien vu qu'il y a quand même plus de 40 généraux qui sont en fuite, dont certains en France, et qui ne sont pas inquiétés. 40 généraux qui sont en fuite ou qui sont en prison. Certains disent qu'il y en aurait près de 70. Je ne sais pas, j'en ai compté une quarantaine. Il y a une crise, donc il y a la période du sang, la période de l'argent et la période de la crise interne. Et cette crise interne, elle continue aujourd'hui. Ce régime, quand on voit ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est un butin de guerre, l'Algérie. Ouais.
J'ai Il l'a l'impression considéré comme un butin de guerre. J'ai l'impression qu'il a été pensé, ce régime, il a été pensé et créé pour casser le pays. Ils ont strictement échoué partout. Au fil du temps, ce que disait Aït Ahmed disait, ce régime se reproduit par amputations successives. C'est tout à fait vrai. Ils sont de plus en plus médiocres et de plus en plus incompétents. Il y a aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un niveau inédit dans l'histoire de la décrépitude, j'allais dire intellectuelle, mais c'est même trop, du régime. Quand on lit les éditoriaux d'El Jaish, on se prend à regretter l'époque des années 70, quand c'était le Hashmi Hajaras qui était responsable. Le journal de l'armée. Le journal de l'armée, ou des éditoriaux d'une inconsistance et d'une inanité extraordinaire. Vous voyez la réaction de certaines autorités algériennes face au dernier rapport de la Banque mondiale, le communiqué de l'APS, qui serait comique s'il ne cachait pas une réalité dramatique. Où l'APS déclare que la Banque mondiale a commis ce rapport anti-algérien parce que l'Algérie a gagné la Coupe arabe de football. On se prend à rêver, on se demande ce que ces gens-là boivent ou fument, c'est pas normal. Et cette théorie de rapport de la Banque mondiale est reprise par le général en chef des études de stratégie globale qui dit que ce rapport a été écrit par des sources inconnues. Donc on est quelque part dans un régime d'une incompétence et d'une incohérence inédite, inouïe. Mais alors comment expliquer précisément que malgré cette médiocrité, le régime algérien semble bénéficier quand même du soutien de beaucoup de pays dans le reste, de beaucoup de puissances dans le reste du monde, et de puissances aussi bien occidentales que non occidentales d'ailleurs. Comment expliquer ça? Je pense qu'une Algérie faible, une Algérie affaiblie, une Algérie atone arrange beaucoup d'intérêts. Aujourd'hui, on voit depuis quelques mois, depuis 2-3 ans, une espèce de raidissement des monarchies golfiques contre l'Algérie. On voit bien aujourd'hui cette espèce de raidissement pro-impérialiste du Maroc et cet activisme israélien dans la région qui est tout à fait surprenant. Et on se dit bien, mais enfin, quelle est la cible de toutes ces manœuvres de déstabilisation? Moi, je pense bien que c'est le peuple algérien qui est la cible, c'est le Hirak. C'est la peur de voir un exemple de démocratisation par la base qui terrorise ces roitelets du Golfe, qui terrorise les grandes démocraties européennes. Elles sont démocratiques à l'intérieur de leurs frontières et elles sont fascistes à l'extérieur. Hein? Et à l'intérieur, c'est discutable. C'est discutable. Enfin bon, on peut dire que il y a clairement cette contradiction. Donc il y a la peur de voir une contagion démocratique dans le monde arabe, qui est une peur des roitelets, mais aussi des racistes israéliens et de leurs sponsors occidentaux. Donc on est quelque part dans une situation géopolitique qui se satisfait de la faiblesse de l'Algérie. L'Algérie a vu la Libye, sœur, se faire bombarder sans réagir. Au contraire, on sait même que des rapports sur l'état de l'armée libyenne ont été communiqués par l'Algérie aux armées de pays qui ont agressé ce pays, qui ont agressé la Libye. On voit bien que l'Algérie aujourd'hui, au Mali, au Sahel, au Niger, d'une manière générale, l'Algérie n'a pas de voix. On voit bien qu'aujourd'hui, le Maroc peut se permettre de faire insulter l'Algérie par un ministre israélien à sa frontière. Donc il y a un affaiblissement, et cet affaiblissement, je pense qu'il est tout à fait dans l'intérêt de tous. Et ce ne sont pas les gesticulations verbales et les fausses crises comme celles que M. Macron et M. Tebboune nous ont offert ces dernières semaines qui vont convaincre les gens de la réalité d'une sorte de souveraineté algérienne, ou en tous les cas d'autonomie de décision algérienne dans le concert régional. Donc ça arrange tout le monde, l'Algérie faible. Mais ça, oui, on comprend ce que tu dis, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les puissances étrangères s'accommodent volontiers de ce régime-là parce que, en fait, c'est le meilleur rempart, non pas contre la déstabilisation de la région, comme c'est dit trop souvent, mais contre simplement la mobilisation démocratique du peuple algérien. Et c'est là-dessus que je pense qu'on pourrait conclure, et que vous nous disiez l'un et l'autre en conclusion, parce que vous essayez de voir quelle réponse donner à une question qui est souvent posée, c'est-à-dire c'est la formidable mobilisation dont nous avons parlé du Hirak pendant presque 2 années,
qui est quand même, qui n'occupe plus, enfin, il n'y a plus de manifestations dans les rues. Mais cette mobilisation, on ne peut pas penser qu'elle est restée sans effet et qu'elle n'est pas toujours présente aujourd'hui de façon souterraine. Donc la question que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ce qui s'est passé pendant ces presque 2 années-là fait à la société algérienne, au peuple algérien, et fait par rapport à ce régime dont on est un peu désespéré de voir qu'après 30 ans quand même, il est toujours là et que ce sont toujours les mêmes noms d'officiers galonnés qui reviennent. Alors, quid de ces espoirs, si d'espoir il y a, que l'on peut mettre dans les mobilisations populaires? Habib. Je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Le peuple a gagné sur plusieurs visages. C'est-à-dire il a montré sa détermination, il a montré son civisme, il a montré qu'il est un peu plus cultivé que son régime, plus civique que son régime. Il a montré beaucoup de choses. Il a montré qu'il est plus démocratique que ce régime. Il a montré qu'il est plus pacifique que son régime. C'est-à-dire, c'est toutes ces images-là, ce qui laisse le Hirak pendant les années à venir, c'est ça. Et je pense ça, c'est quelque chose de plus positif pour le peuple algérien. Je ne pense pas que le Hirak est fini, même ils sont obligés de rentrer chez eux et de garder l'espoir, mais je pense que la plupart des Algériens ont de l'espoir pour que demain ça change et qu'ils travaillent pour que ça change. Et je pense que ce n'est pas terminé juste avec Tebboune, ça va continuer. Il y a d'autres formes de lutte démocratique en Algérie, il y a d'autres formes pacifiques pour essayer de changer les choses. Il y a une révolution citoyenne qui se crée, je pense, et que ça ne sera que bénéfique pour le peuple algérien, même s'il y a aujourd'hui ces généraux qui sont au pouvoir et ce Tebboune. Omar? Le Hirak, ce n'est pas seulement des manifestations de vendredi. Le Hirak, c'est à mon avis, c'est une observation, c'est l'expression profonde de la population algérienne, de son réalisme politique. Et c'est aussi une rupture. Le Hirak a cassé l'image d'un peuple soumis, cassé, asservi par cette dictature. Montre que l'Algérie, le peuple algérien est toujours debout, et qu'il est debout de manière responsable, et qu'il sait quels sont les enjeux, et qu'il identifie parfaitement les acteurs. Les slogans tout au long de ces derniers mois sur le Hirak, au cours du Hirak, ont montré que les gens connaissaient l'histoire profonde de l'Algérie, l'histoire récente. La sale guerre était omniprésente dans le discours au niveau des gens. Voilà. Donc il y a eu Mukhabarat Irhabiya, c'est-à-dire police politique terroriste. Voilà. Donc les gens savent, ils savent qui est responsable de quoi. Ils savent comment est articulé le pouvoir, ils savent quelles sont les alliances extérieures du pouvoir. Donc il y a une conscience politique qui est ineffaçable, on ne peut pas l'enlever, elle est là. Dire que le Hirak est fini, atteint, moi je ne pense pas. Je pense que le Hirak s'est arrêté pour des raisons tout à fait responsables, c'est celle de la crainte de favoriser la propagation de la pandémie, enfin de la Covid. Donc ce régime a de la chance. Il faut dire que les dieux, je l'ai toujours dit, les dieux grecs sont favorables aux généraux algériens. Le 11 septembre 2001, ce régime qui était déjà très fatigué à l'époque a été boosté par les attentats de ces malades mentaux d'Al-Qaïda. En 2001. En 2001, ce régime a été boosté par la montée phénoménale des prix du pétrole. En 2020, ils ont la chance extraordinaire d'avoir une pandémie mondiale. Donc il faut voir quelle est la prochaine catastrophe qui va les aider à rester encore 10 ans. Non, mais moi, voilà. Donc okay. Pour finir maintenant, l'incapacité de ce régime à gérer un minimum la société et l'économie. Un des indicateurs les plus terribles, c'est quand même le phénomène des haragas. Cette fuite massive d'Algériens, de jeunes, de moins jeunes, de cadres, de gendarmes, de juges, de médecins qui prennent un bateau et qui traversent la Méditerranée
par dizaines, par centaines, par milliers, au prix de leur vie souvent. C'est un indicateur extrêmement éloquent de la dégradation morale, politique et sociale de l'Algérie. Maintenant, face à cela, que reste-t-il au régime? Ce régime qui a de moins en moins de ressources financières, malgré les hypothétiques reprises du prix du pétrole, il n'a plus que la répression. Aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes Algériens qui sont en prison sous des chefs d'accusation complètement folkloriques, ridicules, qui montrent que la justice algérienne n'a ni honneur ni dignité et que c'est un appareil soumis à des adjudants, à des caporaux, à des sanguinaires. Mettre en prison des gens qui ont eu simplement le courage d'exprimer leurs idées, de dire ce qu'ils pensaient, d'exprimer une opinion. D'écrire sur une page Facebook un commentaire ou faire un post sur Facebook ou sur Twitter, il sera jugé pour terrorisme. Et condamné à des mois de prison. Donc ce régime est à bout de souffle. Et ces contradictions internes finiront par l'emporter. Moi, je pense qu'effectivement, les Algériens ont eu la sagesse d'éviter de comprendre qu'on voulait les attirer dans le traquenard de la violence, oui, et ils la refusent absolument. Et c'est une grande leçon de modernité et de civilisation et de politique. Et c'est pourquoi je pense qu'en guise de conclusion, on peut évoquer un deuxième anniversaire, parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 30e anniversaire du coup d'État de janvier 92, c'est aussi le 60e anniversaire de la libération de l'Algérie après 132 ans de colonisation et une guerre de libération qui a duré 7 ans. Et cet anniversaire-là, cette mémoire-là de 62, l'Algérie 62, elle est tout à fait présente, elle était présente dans les slogans des manifestants, et d'une certaine façon, ils appellent à une seconde libération. Et moi, je retiens de ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'il y a une conscience aiguë dans la population algérienne, que cette seconde libération, elle est à venir, elle est devant, mais que ce combat, il continuera sous de multiples formes. Je pense que c'est pourquoi c'est important aussi du côté des Français qu'ils prennent conscience que ce qui s'est passé pendant 132 ans n'est pas sans effet sur ce qui se passe depuis 60 ans et depuis 30 ans en particulier dans l'Algérie d'aujourd'hui, et que donc on s'intéresse à toute cette histoire longue pour comprendre l'actualité et pour se mobiliser en soutien au peuple algérien.